Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, je me suis éclatée au niveau lecture. J'ai lu du très très bon et j'ai eu 2 méga coups de cœur, mais des coups de cœur intersidéraux même. Et si je vous disais qu'il faut tout arrêter pour pouvoir lire ces coups de cœur, eh ben je vous le dis, arrêtez tout ce que vous faites, écoutez cette vidéo, regardez cette vidéo et jetez-vous en librairie par la suite pour lire ces romans. J'en profite pour revenir, j'ai publié vendredi une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de publier sur la chaîne. C'est un bookshelf tour où j'ai fait le tour de mes bibliothèques et de ma pile à lire, qui m'avait été demandé sous la vidéo de la FAQ pour les 1000 abonnés. Et ben cette vidéo a fait un flop. 3 heures d'encodage de vidéo, une demi-heure de 45 minutes de 45 minutes de tournage, 3 heures d'encodage de vidéo pour finalement faire un flop. Voilà, ça m'apprendra à faire un peu d'originalité sur cette chaîne. Bref, enfin bon, la vidéo a le mérite d'exister. Voilà, si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez aller la voir. Peut-être qu'elle aura son petit succès par la suite, mais pour le moment, bah, je suis un peu déçue du retour. Enfin bon, c'est la vie, hein. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, parlons peu, parlons bien, on va parler bouquin. J'avoue que cette semaine, ça a été quand même pas mal rythmé par le thriller et un roman contemporain, mais on est quand même sur du thriller. Alors on va commencer tout de suite avec le nouveau roman de Cécile Cabannac, À pleurer, tout nous condamne, paru aux éditions Fleuve. Je vous mettrai la couverture ici. Dans ce roman, on fait la connaissance d'Alice. Alice, elle est attachée parlementaire, c'est-à-dire qu'elle travaille pour un député. Elle fait beaucoup de choses, elle prépare ses discours, elle fait des recherches, elle prépare tous les textes que le député doit défendre. Et ben Alice, elle pensait sincèrement que ce poste allait lui apporter des interactions, ça allait lui apporter du positif. Or, eh ben son poste lui amène beaucoup plus pas de déception, mais de points négatifs. Elle est exploitée, surexploitée, elle frise le burn-out. Elle est vraiment au bord du burn-out. Elle décide d'aller voir un médecin qui l'arrête, voyant son état psychologique. Et Alice décide de partir se mettre au vert pour fuir un peu son patron de député et essayer de retrouver un semblant de vie normale. Et elle décide de partir dans la maison familiale qui a appartenu à sa tante, dans un petit village, somme toute assez tranquille. Alors, ce départ, il est un petit peu vu d'un très très mauvais œil de ses parents, de sa mère et de son père. De sa mère, tout simplement parce que cette maison a été le théâtre de la disparition brutale de sa sœur Diane, qui était qui était le médecin du village et qui a disparu dans des circonstances étranges, voire tragiques, et dont on ne sait toujours pas à l'heure actuelle ce qui lui est arrivé. Et donc que sa fille aille vivre dans cette maison lui rappelle énormément de mauvais souvenirs, et surtout le moment où sa sœur a disparu. Son père, quant à lui, alors lui, il ne comprend pas que sa fille soit en burn-out. Pour lui, c'est complètement, c'est quelque chose qui est complètement, qui lui est complètement étranger. On ne peut pas être en burn-out quand on est attaché parlementaire. C'est un poste tellement prestigieux qu'on ne peut qu'être chanceux d'occuper ce poste, et donc il faut se comporter en adulte, il faut être il faut pas manifester de faiblesse, et donc il enjoint vraiment sa fille à arrêter ses conneries et à rentrer à Paris tout à fait cessante.
Sauf que Alice, elle est absolument pas prête à retourner à Paris pour retourner à sa vie d'avant d'attachée parlementaire, et elle souhaite vraiment, elle est bien dans ce village. Il n'y a pas voilà, cette frénésie parisienne, et elle respire un petit peu et se remet peu ou prou de cette frénésie. Sauf que quand elle arrive au village et qu'elle dit qui elle sent tout de suite une certaine animosité de la part des habitants du village. Et très vite, elle comprend que son arrivée dans le village fait remonter des souvenirs que tout à chacun aurait voulu oublier, à savoir le souvenir de la disparition de Diane, qui a laissé vraiment une empreinte dans ce village, même 20 ans après sa disparition. Et Alice, quant à elle, elle décide d'abord de rester contre l'avis de ses parents. Et elle décide aussi et surtout de savoir ce qui est arrivé à sa tante, car cette disparition a toujours été un tabou dans sa famille. Personne ne devait en parler, personne ne devait ne serait-ce que prononcer le mot de Diane, sous peine de faire énormément de donner énormément de chagrin à la maman d'Alice. Et donc, elle va décider de mener l'enquête sur la disparition de sa tante. Et là, on va découvrir que Diane était peut-être le médecin attitré de ce village, et du coup, elle connaissait peut-être des choses peu avouables de ces villages. Donc Alice se rend très vite compte que Diane connaissait, voire même pouvait connaître certains secrets qui ne devaient pas être racontés, qui devaient rester secrets, et que peut-être c'était la raison principale de sa disparition. Peut-être que quelqu'un a voulu la faire disparaître, et au fur et à mesure de son récit, de son enquête, elle se heurte à une animosité franche et massive de la plupart des habitants du village, à quelques exceptions près. Et voilà, on va naviguer comme ça dans une ambiance extrêmement malsaine, extrêmement oppressante, et on va aussi alterner entre ce qui se passe à l'heure actuelle et ce qui s'est passé il y a 20 ans, au moment de la disparition de Diane, et l'enquête qui a suivi. Et on s'aperçoit que certains villageois ont peut-être pas été hyper francs à l'époque, et donc Alice décide de creuser cet état de fait. Alors j'ai adoré ce récit, cette espèce d'enquête pour résoudre une affaire qui n'a jamais été résolue. Je trouvais que c'était quand même un petit clin d'œil que ce soit un membre de la famille qui résolve cette enquête, bon, avec l'aide d'enquêteurs, bien évidemment. Elle l'a pas fait toute seule, hein, c'est pas Wonder Woman, Alice, loin de là. Et dans ce roman, Cécile Cabannac, elle a quand même abordé un certain nombre de thèmes qui, à mon sens, sont encore tabous dans la littérature. Je vais pas vous dire quel thème elle a abordé, parce que ce serait spoiler un petit peu le cœur de ce roman, mais franchement, moi j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu. Peut-être à certains moments j'ai trouvé que ça traînait un tout petit peu en longueur, on aurait pu enclencher la seconde un peu plus vite, mais bon, à part ça, j'ai adoré ce que j'ai lu, les chapitres sont courts, et j'ai admiré la détermination d'Alice pour aller au bout de cette enquête envers et contre tous, parce qu'elle n'a pas énormément de soutien, que ce soit par les gens du village ou par sa propre famille. J'avais deviné qui était derrière la disparition de Diane. À un moment du roman, il y a un personnage qui dit quelque chose, et là je me suis dit, ça ne peut être que lui. Et effectivement, c'était bien cette personne-là. Voilà.
Donc, mais voilà, ça m'a pas du tout gâché mon plaisir de lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé. Cécile Cabannac, elle a vraiment une plume très fluide et c'est vraiment une autrice de thriller française à suivre si vous aimez la résolution de Cold Case. Ensuite, j'ai lu complètement autre chose, hein, c'est pas du tout un thriller. J'ai lu La double vie de Dina Miller de Zoé Brisby, paru aux éditions Albin Michel. J'ai lu ce roman en lecture commune avec des copines sur Instagram, avec Angie du compte et de la chaîne Madame Chachali, avec Jessica, avec Anaïs, et je crois qu'il y avait une autre personne, mais j'ai oublié ton prénom, je suis désolée. Enfin bref, on devait être 3 ou 4 à le lire. Dans ce roman, on va faire la connaissance de Dina Miller, une jeune femme qui arrive dans la petite ville de Huntsville. Elle est veuve et elle va, comme elle est veuve, on est dans les années 60 hein, quand même, faut pas oublier, dans les années 60 aux États-Unis, et comme elle est veuve, elle décide de travailler pour subvenir à ses besoins. Alors, dans la bonne société de cette ville, être veuve et travailler, oh mon Dieu, la pauvre, travailler pour subvenir à tes besoins, alors que moi j'ai un mari qui subvient à mes besoins. Enfin bon, bref, vous voyez un petit peu le genre. Sauf que Dina, elle n'est, voilà, la vie, le visage qu'elle montre aux habitants de Huntsville, c'est un visage de façade, car on va très vite comprendre que Dina, elle recherche les criminels nazis qui se sont planqués aux États-Unis. C'est une espionne, c'est un agent des renseignements, et donc elle recherche les criminels nazis qui sont planqués aux États-Unis, et son chef lui a dit que il y avait un homme qui se cachait à Huntsville. Il travaillait au centre spatial de la NASA, et en fait il s'agit du chirurgien de Buchenwald, un homme qui a mené des expériences sur des hommes, des femmes, des enfants, des expériences absolument innommables, et cet homme doit être exfiltré des États-Unis pour être jugé au tribunal international des crimes de guerre. Et donc sa mission, c'est de retrouver cet homme, de l'identifier et de l'exfiltrer des États-Unis. Donc elle va se fondre dans le paysage, et elle va se lier d'amitié avec la femme de ce fameux médecin. Alors au début de ce roman, j'ai trouvé énormément de similitudes avec son précédent roman, Les Mauvaises Épouses. On est dans l'Amérique des années 1960. On est avec deux personnages féminins, une qui est très résolument très moderne, elle n'a pas besoin d'un homme pour vivre, parce qu'elle est veuve, elle subvient elle-même à ses besoins, et on a une femme qui est une épouse dévouée, une femme au foyer exemplaire. Enfin bref, on a l'archétype de la femme des années 60 qui ne vit que pour être un faire-valoir de son époux. Donc là, on est vraiment, c'est là que j'ai trouvé qu'on avait beaucoup de similitudes avec Les Mauvaises Épouses. Je me suis dit, j'espère que ça va pas être Les Mauvaises Épouses bis. Non. Ces similitudes, elles sont assez prégnantes au début du roman et un petit peu moins au fil du récit, car on entre vraiment dans un sujet complètement différent du sujet des mauvaises épouses. Là, on est vraiment dans la poursuite des criminels de guerre. Elle dénonce beaucoup de choses, elle dénonce vraiment beaucoup de choses, l'hypocrisie des grandes puissances dites pacificatrices, hein, qui sont sorties victorieuses de la Seconde Guerre mondiale. Elle dénonce beaucoup de choses là-dedans, tous les crimes qui ont été perpétrés par ces hommes, et que encore beaucoup ont
sont passés dans les mailles du filet et n'ont pas rendu compte de tous les crimes qu'ils ont commis. J'ai adoré ce roman, j'ai adoré le personnage de Dina, ce personnage qui a un passé extrêmement douloureux. C'est horrible, c'est absolument horrible ce qu'elle a vécu. C'est très très dur à lire. Mais c'est dur à lire, mais la plume de Zoé Brisby fait que j'allais dire ça passe. Oui, ça passe malgré tout, et ça ne fait que accentuer ce sentiment ce sentiment où on est vraiment en empathie avec Dina. On se retrouve aussi un petit peu une ambiance à la Desperate Housewives. Ces femmes, qui tout est dans le paraître, tout est dans surtout que la maison soit bien propre, que les enfants soient bien polis, bien habillés, bien qui fassent pas tâche dans le paysage. Il y a énormément de clichés de la société américaine de l'époque qui sont dans ce roman. Il y a des choses qui font lever les yeux au ciel. On a envie de secouer ces femmes pour leur dire mais non, vous n'êtes pas un faire-valoir de vos époux. Vous pouvez vivre, vous pouvez avoir vos propres opinions sans qu'elles soient validées par vos maris. Et la fin est exceptionnelle. La fin et oui, j'ai beaucoup aimé la fin. Ça donne vraiment, ça résume tout à fait l'esprit de ce roman, l'esprit de révolte porté par le personnage de Dina Miller. Franchement, si vous êtes intéressé par la période historique contemporaine, parce que c'est post-Seconde Guerre mondiale, on est vraiment dans les années 60, dans la course. Dans la course, la conquête de l'espace entre les États-Unis et la Russie, on apprend énormément de choses là-dessus. Franchement, lisez ce roman, vous ne serez pas déçus. Ensuite, j'ai lu, et là, on attaque vraiment la période gros coup de cœur, c'est L'ombre du prédateur de Gérard Sarayan, publié aux éditions Tornada. J'ai lu le précédent roman de Gérard Sarayan qui était Sur un arbre perché, que j'avais beaucoup aimé. J'avais vraiment adoré le fond de ce roman. Mais alors là, on a grimpé le curseur à un niveau auquel je ne m'attendais pas quand j'ai lu ce roman. Déjà, le premier chapitre, il donne le ton. Le premier chapitre, c'est la découverte du corps d'un adolescent qui est crucifié sur une plateforme au plein milieu d'un lac. Le corps est crucifié et il est atrocement mutilé. C'est une scène absolument horrible. C'est horrible à lire. Et pourtant, j'en ai lu des scènes black. Mais alors, celle-là, elle vous prend aux tripes. Parallèlement à ça, on apprend que la petite sœur de ce jeune homme a disparu la même nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là? On ne sait pas. Donc, on va demander au capitaine Agnès Demare, qui est à la PJ de Dijon, de se rendre à Lambrec, là où s'est passé le meurtre, afin d'apporter son expertise aux gendarmes. Mais aussi, on va lui demander d'être la porte-parole d'un nouveau programme de communication conjoint à la gendarmerie et à la police, afin de susciter les vocations parmi les jeunes. Et elle va être aidée en cela par une jeune influenceuse lilloise qui s'appelle Jade. On ne lui laisse pas vraiment le choix de partir là-bas avec une influenceuse sur le dos. Alors c'est absolument pas son domaine, les réseaux sociaux elle y connaît que dalle, et avoir une jeune femme avec un portable vissé à une perche à selfie H24 sur son dos, c'est pas vraiment de son goût. Mais bon, donc elle arrive là-bas
Et on va, voilà, les gendarmes vont lui expliquer un petit peu le topo, voir ce qu'ils ont, voilà, les premiers résultats de leur enquête. Et très vite, l'instinct et le flair d'Agnès va conduire les gendarmes à explorer de nouvelles pistes. Parallèlement à ça, on a une précédente enquête d'Agnès qui revient dans sa vie, qui revient à se rappeler pas ses bons souvenirs, mais plutôt assez mauvais. Et pendant tout le roman, l'auteur a joué entre les deux enquêtes et a essayé de nous faire, enfin, a joué entre pour essayer de lier ces deux enquêtes. Alors la question, ça a été, est-ce que ces deux enquêtes sont liées? Est-ce que ce qui s'est passé à Lambrecq a quelque chose à voir avec cette enquête qui a été faite, diligentée par Agnès? Est-ce que il ne s'agit pas du seul et même tueur? Est-ce que voilà, l'auteur il a joué là-dessus pendant tout le roman? Et voilà, on lit le truc et puis d'un seul coup, il y a une révélation qui arrive au détour d'un chapitre et là tu te dis, mais je l'ai pas vu venir ce truc-là. Il m'a eu. Il m'a eu. Et au fur et à mesure du récit, les deux enquêtes s'entremêlent, sont enchevêtrées et on arrive au résultat final. Bordel à cul. Voilà, c'est quand je me dis ça, quand je lis, là quand je me dis bordel à cul, il m'a eu. Là, on est vraiment sur une pépite, les gars. Ne passez pas à côté de ce roman. Alors par contre, si vous voulez vraiment comprendre toutes les clés de l'ombre du prédateur, je vous conseille vraiment de lire Sur un arbre perché. Parce que, voilà, ça permet d'avoir une vision d'ensemble. Mais franchement, là, on a la plume de Gérard Sarayan, elle a évolué de manière géniale. Il a joué vraiment avec ses personnages, avec son tueur. Alors, ce tueur, il est ce prédateur, mais on ne sait pas lequel. Ce prédateur, il est retors. Il est spécial quand même. Hein. Il est très 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 spécial. Faut lire ce roman. Il faut. Voilà. Je suis pas l'influenceuse. Je suis pas une influenceuse littéraire la plus suivie. Voilà. Je vais vous donner mon avis. Je vais vous enjoindre de tout cesser et de vous jeter là-dessus. Je vais peut-être toucher une personne. Va y avoir d'autres influenceurs beaucoup plus suivis que moi qui vont vous dire lisez ce roman. Vous allez le lire. Mais merde, lisez-le, peu importe la personne que vous suivez, lisez ce roman. Est-ce que j'ai été claire? Lisez-le, lisez-le, c'est une pépite. C'est pour moi, c'est voilà, la Tornada. Je vous le dis toujours, hein, j'ai jamais été déçue par cette maison d'édition. Mais alors là, je me suis pris une clacasse, les gars. Je ne vous dis que ça. Franchement, allez-y, lisez-le si vous devez retenir qu'une seule chose de cette chaîne, c'est lisez L'ombre du prédateur. Voilà. Si avec ça, j'ai pas été claire, si avec ça, j'ai pas fait mon job, eh ben, je peux aller m'habiller. Enfin, j'ai écouté en audio, grâce à la plateforme NetGalley, j'ai écouté Le chant des innocents de Pier Giorgio Pulici, publié aux éditions Gail Master. Et là aussi, j'ai sorti un petit bordel à cul, quand même. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'était bien! Je m'attendais pas à ça. J'ai bouffé ce livre audio. Dès les premières minutes de ce roman,
J'ai été portée par l'histoire. On est en Italie et l'enquête démarre par une vague de meurtres absolument atroces perpétrés par des adolescents. Des adolescents qui, voilà, étaient sans trop de problèmes, des adolescents lambda, et qui n'avaient absolument donné aucun signe avant-coureur de leur passage à l'acte. Et donc, la police va enquêter. On a Teresa, qui est inspectrice, et qui va être dépêchée sur l'enquête. Elle va enquêter seule, car son patron, le commissaire Strega, Vito, est suspendu. Alors, au début, on ne sait pas trop pourquoi. On l'apprend très vite, sauf que ils sont quand même assez proches, et elle lui parle de l'enquête. Et Vito, ce qu'il va faire, même s'il est suspendu, c'est plus fort que lui. Il va lui aussi enquêter parce qu'il a un instinct, il a une idée, il a une piste et il compte bien la suivre. Sauf que on va lui mettre un petit peu des bâtons dans les roues parce que il est suspendu pour une certaine raison et ses supérieurs pensent très sincèrement qu'il va partir en roue libre. Donc on lui interdit de mener l'enquête et on lui dit va voir ta psy. On apprend très vite que Vito, il a une vie personnelle un peu tumultueuse. Et la psychologue, elle a quand même énormément de mal à percer la carapace de Vito. Et donc, on virevolte un petit peu entre tous ces personnages. Et on entre un petit peu dans la tête des tueurs, dans la tête des jeunes, juste avant qu'ils passent à l'acte. Et là, j'ai trouvé que c'était particulièrement flippant, que c'était extrêmement bien fait. Et en plus de ça, la voix du comédien qui lit le roman, il a parfaitement bien retranscrit donné par la voix l'état psychologique des personnages. Et j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Ça donne encore plus de corps au texte. J'ai adoré ce roman. J'ai adoré les personnages. Tous les personnages, que ce soit Vito, Teresa, Xynthia, la femme de Vito, mais aussi Marina. Alors Marina, c'est un personnage extrêmement complexe. On ne sait pas qui elle est au départ. On dit, mais qui est-elle? Qui est-elle? Elle est du côté des méchants, du côté des gentils. Enfin, bon, très sincèrement, je l'avais assez... je l'avais cataloguée, cette femme-là. Et bon, toi, t'es pas franche du collier, t'es pas nette, ma fille. Et puis, il s'est passé un certain nombre de choses et on a appris qui elle était. J'ai trouvé que la plume de Pier Giorgio Pulici était vraiment hyper fluide. Les chapitres sont hyper courts. Mais bon, on rentre vraiment dans la psychologie des ados. C'est qu'est-ce qui les pousse à tuer? Parce qu'en fait, c'est ça, hein, le but de cette enquête, c'est... pour Vito, ils ont été manipulés par quelqu'un qui leur a mis ses idées dans la tête. Je disais donc, avant d'être interrompue par mon téléphone qui me disait que je n'avais plus d'espace de stockage. Parce que toute la question est de savoir comment ces enfants ont été manipulés pour commettre des meurtres aussi atroces et qu'ils n'en gardent absolument pas aucun souvenir, mais c'est comme s'ils n'avaient rien fait, quoi. Truc de ouf. Bref. C'est intense, il y a de l'action tout le temps, on se prend d'attachement pour les personnages. J'ai beaucoup aimé le personnage de Vito et de son petit chat, Sofia. Il y a une scène qui m'a fait mourir de rire. Franchement, elle m'a trop fait rire, Sofia. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages des voisins de Vito, Jessica et de sa grand-mère. Qui aime beaucoup Vito.
J'ai beaucoup aimé la relation entre ces 3 personnages. Enfin bref, j'ai été transportée par la plume de Pier Giorgio Pulici. Apparemment, c'est un tome 1. Donc, j'ai hâte de retrouver les personnages dans un tome 2. Parce que franchement, c'était extrêmement bien écrit. J'ai beaucoup aimé. Et franchement, que vous l'ayez sur papier ou en audio, lisez-le, c'est absolument fantastique et vous passerez un super moment si vous aimez les thrillers un petit peu psychologiques. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains romans que je vous ai présentés ou bien si je vous ai donné envie de lire l'un de ces romans. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage et à vous abonner. Vous le savez, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!